silence. Mais pas un silence ordinaire, un silence de mort. Un silence si dense, si oppressant qu'il vous coupe le souffle, vous écrase l'âme. Derrière ces portes se cachaient les plus sombres abysses de l'histoire humaine, les douleurs les plus profondes. La Seconde Guerre mondiale, poignard empoisonné planté au cœur de l'Europe, et sa pointe la plus acérée, la plus cruelle, les camps de concentration. Monuments de honte érigés par l'humanité contre elle-même, pour l'éternité. Et dans l'ombre de ces monuments, il y avait des femmes en uniforme. Dans ce lieu gris et désincarné, d'innombrables silhouettes uniformisées, Hofseherin, gardiennes, elles étaient plus que de simples uniformes. Elles étaient les vectrices d'une idéologie. Leur mission, surveiller. Mais surveiller quoi ? Les détenus désespérés derrière les barbelés ou l'humanité qui s'évanouissait lentement en elles. Chaque matin, le même cycle terrifiant recommençait. Et dans ce cycle infernal, certains noms se sont détachés, par leur propre noirceur, par leur cruauté singulière. Le grincement effroyable du portail de fer, comme si les portes de l'enfer s'ouvraient chaque jour de nouveau, les tout faibles et désespérés montant des baraquements, les ordres rauques et impitoyables. Chaque nouveau jour, répétition du précédent, un cauchemar sans fin, les détenus, désormais réduits à l'état d'ombre, fantômes à visage humain, visages blêmes, regards éteints, et parmi les gardiennes, des figures comme Irma Grese, on l'appelait l'ange de la mort, jeune femme de 22 ans à peine. Mais à Auschwitz et Bergen-Belsen, elle avait semé la terreur par ses sélections pour les chambres à gaz. On raconte qu'elle collectionnait les cheveux des détenus, murmurant « Le blond doré est ma couleur préférée ». En 1945, sur l'échafaud, elle eut l'audace de hurler une dernière fois « Vive Hitler !», fanatiquement attachée à son idéologie jusqu'à son dernier souffle. L'horreur du camp ne se limitait pas aux chambres à gaz. La barbarie était partout, imprégnant chaque recoin. Ilse Koch, on l'a surnommée la sorcière de Buchenwald. Abat-jour en peau humaine, parchemin tatoué, son sadisme avait atteint un tel paroxysme qu'on disait qu'elle frappait les femmes enceintes au ventre, cherchant à faire apparaître des motifs sur leur peau. Son propre fils, Uwe, apprenant les crimes monstrueux de sa mère, n'avait pu supporter le poids de cette ignominie et s'était donné la mort. Ilse Koch, elle, mettra fin à cette vie monstrueuse en 1967, se suicidant dans sa cellule avec sa propre ceinture. Ces histoires, murmurées entre les murs du camp, révélaient les limites insondables de la cruauté des gardiennes. Cette barbarie n'était pas le fruit du hasard. Elle était organisée, méthodique, systémique. Maria Mendel, on l'a surnommée la machine d'Auschwitz. Elle travaillait comme une véritable experte en efficacité. Cette femme, qui a signé l'ordre de mort d'un demi-million d'êtres humains, allait jusqu'à compter les chiffres, froidement, même en arrachant des enfants à leur mère. La mort, pour elle, n'était qu'une statistique, un simple chiffre. Lorsqu'elle fut exécutée en 1947, son visage ne laissait transparaître aucun remords. Elle n'était peut-être qu'un rouage du système, mais ce rouage-là avait coûté la vie à un demi-million d'âmes. Dans le système concentrationnaire, il n'y avait pas que les figures tristement célèbres. Hertha Bote, la plus grande gardienne de Bergen-Belsen par la taille. On racontait qu'elle souriait en frappant les détenus à coups de gourdin. Elle ne fit que 10 ans de prison et mourut paisiblement en l'an 2000. Greta Bösel, infirmière de formation, pouvait pourtant déclarer lors des sélections pour les chambres à gaz « S'ils ne peuvent pas travailler, qu'ils pourrissent sur place ». En 1947, ces derniers mots avant la pendaison furent « Je n'ai fait que mon devoir ». Elisabeth Volkenrath, connue pour sa sauvagerie à Auschwitz et Bergen-Belsen, elle accueillit sa condamnation à mort par un laconique « Peu importe ». Lorsqu'elle fut pendue en 1945, son uniforme était encore impeccable. Elle, et tant d'autres, toutes incarnaient la face obscure de l'obéissance. La barbarie dans les camps prenait des visages multiples. Hildegard Leichert, les détenus l'avaient surnommée Brigitte la sanglante. On sait qu'elle lançait son chien sur des enfants, qu'elle rouait de coups de pied les femmes enceintes. Elle ne fut condamnée qu'à 12 ans de prison et mourut libre en 1995. Jenny Wanda Barkman, à Stutthof, était surnommée le beau fantôme, semant la terreur. Elle monta à l'échafaud vêtue de robes chatoyantes et lança en riant « La vie fut un plaisir ». Elle fut pendue à 24 ans. Johanna Bormann, la terreur canine, déchiquetait les détenus avec son chien. « Je ne faisais qu'éduquer mon animal », se justifia-t-elle lors de son procès. En 1945, lorsqu'elle fut pendue, son chien l'attendait encore. Et Johanna Altvater, accusée d'avoir assassiné un enfant juif en le jetant contre un mur. Mais faute de preuves suffisantes, elle fut acquittée en 1982.
Elle mena une vie ordinaire jusqu'à sa mort, dans l'oubli. Et puis, il y avait toutes celles dont les noms n'ont pas traversé les pages de l'histoire, celles restées dans l'ombre. Emma Zimmer, Thérèse Brandl, Elisabeth Lubka. Toute la même défense. Nous n'avons fait qu'obéir aux ordres. Les cris des détenus, pour la plupart, n'étaient qu'une partie de la procédure officielle. Ces femmes étaient-elles des monstres pour autant ? Non, c'étaient des gens ordinaires, infirmières, enseignantes, mères. Alors comment cela a-t-il pu arriver ? Comme disait Albert Camus, le mal c'est une combinaison d'idéologie et d'obéissance. Des gens ordinaires se transforment en monstres avec des ordres ordinaires. N'oublions jamais, l'histoire s'écrit avec la complicité de ceux qui se taisent. Et ce silence-là est le lit de toutes les barbaries.